Le dernier groupe de prisonniers de guerre allemands survivants a été libéré en 1956, plus de 11 ans après la fin de la guerre. Mais ils étaient les quelques chanceux, si on peut les appeler ainsi, car environ 1 million de soldats allemands qui se sont rendus à l'armée rouge soviétique ne reverraient jamais leur patrie. Cependant, le plus sombre de tous fut le destin de ceux qui se sont rendus après la bataille de Stalingrad, où seulement 5 000 sur 91 000 finiraient par rentrer chez eux, après avoir vécu pendant plus d'une décennie des horreurs inimaginables pour le commun des mortels. Voici leur histoire, et elle n'est pas pour les âmes sensibles. Pour comprendre pourquoi une guerre d'anéantissement aussi horrible s'est déroulée sur le front de l'Est, considéré par beaucoup comme absolument le pire front de la Seconde Guerre mondiale, il faut examiner comment tout a commencé. Gardez à l'esprit que sur ce front seul, entre 30 et 40 millions de personnes sont mortes, et tout le processus pourrait se résumer en 2 mots: vengeance et représailles. Et vous allez comprendre dans un instant. Comme vous le savez probablement déjà, à l'été 1941, la Wehrmacht allemande a lancé l'opération Barbarossa, une invasion massive de l'Union soviétique avec plus de 3 millions de soldats et des milliers de chars et d'avions. Les premières semaines de l'opération ont vu le blitzkrieg allemand bien rodé simplement décimer l'armée rouge soviétique, qui était tout sauf préparée à une attaque aussi féroce et coordonnée. Les soviétiques ont subi des pertes épouvantables, soldats et civils. Des centaines de milliers ont été faits prisonniers. Un vaste territoire a été perdu, et les villes et villages sont tombés comme des dominos. La machine allemande semblait tout simplement imparable, et l'effondrement de l'Union soviétique et la victoire totale étaient attendus en quelques semaines. Et tout laissait penser que ce serait vrai jusqu'à ce que les soviétiques sortent une carte inverse. Bon, ce n'était pas aussi simple et facile que ça. Ils se sont démenés avec tout ce qu'ils avaient pour trouver un moyen d'arrêter l'assaut allemand. Mais maintenant, plusieurs choses se sont mises en place qui ne favorisaient plus les Allemands. La première chose, c'est qu'ils étaient si loin de leur patrie et de leurs approvisionnements à cause de l'immensité et de l'éloignement de l'Union soviétique. Donc maintenir une armée aussi énorme en vie était un défi en soi. Fin 1941, l'avancée s'était enlisée et tout a été aggravé par un hiver plus froid qu'on en avait vu depuis des décennies. Cela n'a fait qu'empirer quand Hitler s'est dirigé vers le sud en direction des champs de pétrole du Caucase, ce qui en théorie n'était pas une mauvaise idée, mais ce serait finalement la raison pour laquelle toute l'armée allemande est morte à Stalingrad. À la frustration d'Hitler, l'opération n'a pas porté le coup rapide et décisif qu'il espérait. Donc au lieu de renouveler l'offensive sur Moscou, il a divisé le groupe d'armées sud et a envoyé une aile vers la Volga à Stalingrad. Bon, donc avant d'entrer dans Stalingrad et ses prisonniers de guerre, nous devons d'abord vous raconter comment cette guerre est devenue une guerre idéologique d'anéantissement. Voyez-vous, le front de l'Est n'était pas comme la plupart des autres fronts de la Seconde Guerre mondiale, et pour plusieurs raisons. L'idéologie allemande de race supérieure considérait le peuple soviétique comme des sous-hommes, et il n'était pas rare que les soldats de l'armée rouge qui se rendaient soient abattus sur place ou emmenés dans des camps où ils mourèrent de faim ou de travail forcé. Les Allemands, en difficulté avec leurs approvisionnements, n'étaient pas ravis de partager leurs rations déjà minces avec des prisonniers. Et il y a eu plus de quelques cas de prisonniers soviétiques gardés à l'intérieur de barbelés sans nourriture ni eau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne en vie. Les témoins ont dit qu'à 1 mètre autour des barbelés, il n'y avait plus d'herbe, car les prisonniers mangeaient tout ce qu'ils pouvaient se trouver. Une autre chose qui a exaspéré les Allemands, ce sont les partisans qui étaient très efficaces pour perturber leurs lignes d'approvisionnement étendues à travers de vastes régions isolées qui ne pouvaient tout simplement pas être protégées. Les partisans se cachaient soit dans les forêts, soit se fondaient dans la population locale, devenant essentiellement une force de guérilla. Et les Allemands n'aimaient pas ça. Ils ont commis de nombreuses atrocités dans des villages soupçonnés de soutenir les partisans ou refusant de les livrer. Il y a de nombreux cas de personnes rassemblées dans des églises. Puis ces églises mises à feu et beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons même pas mentionner ici sur YouTube sans que la vidéo soit supprimée. Vous pouvez trouver ces choses par vous-même sur Google plus tard si vous voulez vraiment savoir. Donc ces choses ont bien sûr alimenté la haine entre soviétiques et allemands et le front s'est transformé en une guerre de destruction totale avec peu ou pas de règles, entre guillemets. Et la vengeance et les représailles soviétiques, quand le cours de la guerre s'est inversé, étaient sinon justifiées, du moins compréhensibles. Imaginez simplement que la plupart de votre famille et de vos amis ont tant souffert à cause de quelqu'un et maintenant c'était votre tour de leur infliger des souffrances. Eh bien c'était quelque chose comme ce qui allait maintenant arriver aux Allemands pour la première fois et au plus haut degré après Stalingrad. Donc cela nous amène à la bataille de Stalingrad.
tandis que le groupe d'armée A se dirigeait vers le Caucase, le groupe d'armée B se dirigeait vers la Volga. Stalingrad n'était pas au départ l'objectif initial, mais Hitler a vite changé d'avis comme il en avait l'habitude et a ordonné qu'elle devait être capturée et tenue à tout prix, et ce prix serait élevé pour les soldats. Fin août 1942, les colonnes allemandes se tenaient sur le fleuve Don, tandis que les bombardiers de la Luftwaffe rasaient Stalingrad et coulaient des navires sur la Volga en plusieurs jours de raids constants, larguant plus de 1000 tonnes de bombes. En un peu plus d'une semaine, environ 40 000 civils à Stalingrad sont morts dans la destruction, alors que Staline gardait une grande partie de la population à l'intérieur pour aider à la résistance, creuser des tranchées et préparer des fortifications. Environ 400 000 civils étaient piégés dans les ruines. Il a également émis le tristement célèbre Ordre 227, la politique pas un pas en arrière, qui rendait toute retraite non autorisée par les soldats de l'armée rouge, punissable de mort. Il y avait même des détachements de blocage introduits qui avaient pour tâche de tirer sur toute unité amie en retraite, faisant de la seule possibilité de survie, aussi mince soit-elle, d'aller de l'avant. La bataille pour la ville s'est ouverte avec un coup allemand destiné à tout briser d'un coup. Après des jours de bombardements intensifs, des groupes d'assaut allemands avec des panzers ont poussé dans la ville. Leur premier objectif était d'atteindre la Volga et de couper la ville en deux. De l'autre côté se trouvait le général Vassili Tchoukov, qui venait d'être chargé de commander la défense de la ville à tout prix. Il a ordonné à ses hommes de serrer l'ennemi, c'est-à-dire de rester si près que les frappes aériennes et d'artillerie allemandes risqueraient toujours de toucher leurs propres troupes. Le bombardement avait transformé Stalingrad en un champ de ruines et rendu les manœuvres de chars presque impossibles. Les panzers étaient abattus à courte portée par des grenades, des mines, des cocktails Molotov et des fusils anti-chars. L'infanterie devait mener à chaque pas, et le combat s'est transformé en combat troublant porte à porte et pièce par pièce. Vous pouviez avoir une escouade allemande dans un bâtiment au deuxième étage, une équipe soviétique au sous-sol et un autre groupe soviétique dans les combles, tous dans la même maison en ruine. Les troupes soviétiques utilisaient les caves et les tunnels d'égout comme voies couvertes. Elles se déplaçaient en petits groupes de 5 à 10 hommes et décimaient les Allemands dans des attaques surprises de toutes les directions. Leurs pertes n'étaient pas moindres, car la bataille était littéralement un carnage complet. À cette portée, les armes les plus utiles étaient les mitraillettes, les pistolets et les grenades, se terminant généralement par des pelles et des baïonnettes. Les tireurs d'élite, les mines et les pièges ont éliminé tout ce qui bougeait à travers la ville en ruine, des soldats des deux côtés aux civils pris dans le feu croisé. Les Allemands appelèrent ce type de combat la guerre des rats, et c'est peut-être la meilleure description. La pression allemande a presque brisé la défense. Leur groupe d'assaut avait atteint la Volga à plusieurs endroits et divisé les positions soviétiques, mais l'armée rouge s'accrochait toujours à une étroite bande le long du fleuve, peut-être seulement 1/10 de la ville, mais ils étaient toujours là. En même temps, les Allemands étaient proches de la fin de leurs forces dans les ruines. Les munitions manquaient, le froid s'installait et ils étaient équipés pour l'été. Pendant qu'ils étaient dans le hachoir à viande à l'intérieur de la ville, loin dans la steppe ouverte, leurs flancs étaient tenus par des armées roumaines alliées. Elles étaient loin d'être aussi entraînées et équipées que les unités allemandes, et elles étaient étirées sur de vastes distances avec seulement un nombre limité d'armes anti-chars. Que pensez-vous que les soviétiques allaient en faire? Ils ont massé environ 1 100 000 hommes, plus de 800 chars, et pour cacher l'accumulation d'une telle force, ils ont diffusé de faux trafics radio, déplacé des unités de nuit et même construit de faux ponts pour tromper les éclaireurs aériens. Maintenant, tout était en place sans que les Allemands ne remarquent de quoi que ce soit. Et à l'aube du 19 novembre 1942, les Soviétiques ont attaqué avec une force massive dans deux directions. Les T-34 ont déferlé sur des positions qui n'avaient presque aucun canon anti-char efficace pour les arrêter. Et à la tombée de la nuit, les Soviétiques avaient percé de larges brèches dans les lignes roumaines et capturé environ 27 000 soldats en une seule journée. Dans les jours suivants, les deux fers de lance soviétiques se sont rencontrés à environ 60 km à l'ouest de Stalingrad. L'encerclement était complet. À l'intérieur de l'anneau se trouvait l'essentiel de la 6e armée et des unités rattachées, en tout environ 250 000 à 300 000 soldats de l'Axe maintenant coupés du carburant, de la nourriture et du reste du groupe d'armée B. Le général Friedrich Paulus, à l'intérieur de Stalingrad, a demandé d'urgence la permission de percer pendant qu'ils avaient encore du carburant pour les chars et pendant que l'étau n'était pas encore hermétique. Cependant, Hitler a explicitement interdit toute retraite et a ordonné à l'armée de tenir la ville à tout prix.
Cette décision a figé le front en place au moment où le mouvement aurait encore pu sauver les hommes encerclés. L'hiver se refermait maintenant et les soviétiques resserraient l'étau. Hitler lui-même a promis que la Luftwaffe maintiendrait l'armée en vie uniquement par ravitaillement aérien. Sur le papier, la 6e armée avait besoin d'environ 700 tonnes de fournitures chaque jour. Et cela signifiait tout, de la nourriture au carburant, aux munitions et aux fournitures médicales. Mais regardez ça. Dès le début du siège, en réalité, les transports ne parvenaient à livrer qu'une fraction de cela. Environ 85 tonnes par jour en moyenne, et la plupart étaient du carburant et des munitions. Il n'a pas fallu longtemps avant que les Allemands ne sombrent dans l'état le plus sombre connu de l'homme. Mais ils ne savaient même pas que ce n'était que le début, et que le pire était encore à venir. La faim et le froid faisaient bientôt autant de victimes que le combat lui-même, qui ne diminuait pas du tout, bien au contraire. Les corps ne pouvaient pas être enterrés car le sol était gelé dur. Les maladies se propageaient rapidement. Dysenterie et typhus, combinés aux engelures et à la gangrène. La ligne de ration s'est réduite à des miettes de pain gelé et des morceaux de viande de cheval bouillis dans de l'eau sale. Nous ne le décrirons pas ici, mais il y a eu plus de quelques témoignages de consommation de ce qu'il y avait le plus après de féroces combats. Et nous laisserons votre imagination faire le reste. Les munitions étaient rationnées au gramme près. Une équipe de canons anti-chars pouvait recevoir un seul obus pour la journée avec l'ordre de ne tirer que lorsque le coup était certain. Le pont aérien lui-même se vidait de son sang. Une division de chars soviétiques a frappé la base aérienne clé et l'a envahie. Et les livraisons, déjà trop faibles, ont encore diminué. À l'extérieur de l'anneau, cependant, il y avait de l'espoir, du moins pendant un certain temps. Le 12 décembre, les Allemands ont lancé l'opération Tempête d'hiver pour tenter de libérer l'armée encerclée. La 4e armée de Panzers, avec des unités roumaines en soutien, s'est dirigée vers la ville et s'est frayé un chemin jusqu'à environ 50 km de la poche. Les hommes à l'intérieur pouvaient entendre le tonnerre lointain de l'artillerie, leur donnant un espoir indispensable dans une situation de plus en plus détériorée. Le maréchal Manstein a même pressé le général Paulus en privé d'aller à l'encontre des ordres d'Hitler et de tenter de percer de l'autre côté pour qu'ils puissent ensemble briser l'encerclement et les sauver. Mais Paulus n'osait pas désobéir au Führer. Du moins pas encore. C'était leur dernier pari et ils n'ont même pas joué la main. L'anneau soviétique a été renforcé de l'intérieur et de l'extérieur et la force de secours a été impitoyablement contre-attaquée par les soviétiques qui savaient exactement ce qu'ils essayèrent de faire. Très vite, tout était fini car la seule force qui pouvait les sauver avait été repoussée. Ils étaient complètement seuls à l'intérieur. Très vite, la discipline s'est effondrée. Les officiers tiraient sur leurs propres hommes pour désobéissance aux ordres ou tentative de se rendre. Paulus lui-même a commencé à montrer des signes de tension, réalisant enfin que Stalingrad serait leur cimetière. Beaucoup de soldats prenaient la voie, soi-disant facile, réalisant que c'était la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Fin janvier 1943, l'armée à l'intérieur de la ville s'était divisée en plusieurs petites poches. Il ne restait plus de pistes d'atterrissage et les largages de ravitaillement se faisaient à l'aveugle la nuit, la plupart d'entre eux étant récupérés par les troupes soviétiques. Certains groupes se sont formés, déterminés à tenter de percer à pied, mais ils ont alors regardé les centaines de kilomètres de rien d'autre que la steppe couverte de neige entre eux et les lignes allemandes. Les rares qui ont vraiment essayé ne sont jamais revenus. Le 30 janvier, Hitler a promu Paulus au rang de maréchal, lui donnant un indice subtil qu'aucun maréchal allemand n'avait jamais été fait prisonnier, lui disant essentiellement ouvertement que la mort était sa destinée. Mais finalement, peut-être quand son propre cul était en jeu, Paulus a choisi de ne pas écouter Hitler, comme il aurait probablement dû le faire bien plus tôt. Le 31 janvier, les troupes soviétiques se sont rapprochées, et il a dit à tous ses hommes restants que c'était suffisant et leur a ordonné de se rendre. Le lendemain, les dernières poches de défenseurs ont cessé de tirer, et plus de 90 000 hommes, épuisés et s'accrochant à peine à la vie, ont déposé leurs armes. Et pourtant, croyez-le ou non, ce n'était toujours pas la pire partie de leur histoire. Et quelque chose dont on ne parle presque jamais puisque les vainqueurs écrivent l'histoire. Les vraies horreurs et la réponse au titre de cette vidéo allaient maintenant vraiment commencer. Comme si tout cela, avant, n'était rien. Les soviétiques ont reçu l'ordre de nettoyer et de sécuriser la ville aussi rapidement que possible. Donc tous les prisonniers qui pouvaient marcher ont été emmenés pendant plusieurs jours, parfois plus de 80 km vers l'arrière à travers la neige profonde et des températures bien en dessous de moins 20 degrés Celsius. Les Allemands étaient toujours dans leurs uniformes d'été, improvisant leurs vêtements et leurs bottes avec tout ce qu'ils pouvaient
trouvés dans la ville détruite. Quiconque ne pouvait pas suivre la marche était soit abattu sur place, soit simplement laissé à gésir dans la neige, car de toute façon, il ne pouvait aller nulle part. La nourriture, si jamais il y en avait, venait au hasard et sous forme brute. Un morceau de pain gelé ou une soupe claire de temps en temps. Quelques jours seulement après la capitulation, sur 91 000 soldats allemands, seulement environ 35 000 ont atteint les camps de prisonniers vivants. Ils étaient déplacés de camp en camp, soit à pied, soit par train, ce qui était tout aussi mortel pour les prisonniers. Ils étaient entassés dans des wagons à bestiaux où littéralement la moitié d'entre eux mouraient lors des longs trajets. Ceux qui atteignaient les camps de prisonniers vivants étaient ensuite triés par rang et utilité. Les officiers supérieurs ayant une valeur de propagande étaient séparés pour un traitement spécial. Les médecins et les ingénieurs étaient mis de côté pour leurs compétences et la masse des soldats ordinaires était organisée en équipes de travail. Mais encore, c'était loin d'être la fin de leur agonie car maintenant ils devaient reconstruire le pays même qu'ils avaient détruit, comme le disaient les soviétiques. Ils étaient maintenant envoyés travailler dans des mines de charbon, construire des chemins de fer, déblayer les ruines des villes et ainsi de suite. Ils étaient tout en bas des approvisionnements alimentaires en Union soviétique, où même leur propre peuple souffrait de la faim. Donc même si quelqu'un voulait leur donner de meilleures conditions, il ne le pouvait pas. Les soldats allemands étaient littéralement travaillés à mort, mourant d'épuisement, et les maladies se propageaient dans des camps sales et surpeuplés. Les médecins allemands essayaient de faire ce qu'ils pouvaient avec le peu d'équipement médical dont ils disposaient, mais la plupart du temps, cela se résumait à de la vodka pour la désinfection et le soulagement de la douleur. Rappelez-vous aussi que beaucoup de ceux qui se sont rendus étaient déjà blessés au combat. Mais à ce stade, presque tous étaient morts. Moins de la moitié de ceux envoyés dans les camps y survivraient. Maintenant, la guerre s'est finalement terminée en mai 1945 avec la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. Et vous pourriez penser que cela signifierait aussi que les prisonniers seraient libérés. Eh bien non. Quand la guerre s'est terminée, il y avait encore environ 2 millions de prisonniers allemands à travers l'Union soviétique. Et ils étaient toujours soumis à cette politique de réparation, où ils étaient obligés de reconstruire le pays qu'ils avaient détruit, et seulement après pouvaient-ils rentrer chez eux. Certains camps ont été libérés des mois ou des années après la guerre, une fois qu'ils avaient terminé le projet sur lequel ils travaillaient. Par exemple, quand ils finissaient le pont qu'ils construisaient, ils étaient libérés pour rentrer chez eux. Mais cela ne signifiait pas que tout le monde aurait ce privilège. Les familles trouvées de soldats allemands chez eux n'avaient aucune idée de ce qui leur était arrivé, s'ils étaient vivants ou non, car les soviétiques ne tenaient presque aucun registre, seulement des chiffres approximatifs de personnes sans nom. Pendant des années, ils espéraient qu'un jour, leurs proches arriveraient. Les prisonniers ont été libérés progressivement au cours des 3 premières années après la guerre, mais ce n'était qu'une fraction d'entre eux. La Croix-Rouge internationale a fait pression sur les soviétiques, mais malgré tous les efforts, il y avait encore environ 85 000 prisonniers allemands qui n'avaient pas été libérés. Ce n'est qu'après la mort de Staline en 1953, lorsque le climat politique a changé et que l'Occident a essayé de faire pression plus fort pour la libération des soldats survivants, que les choses ont changé. Écoutez ça. En octobre 1955, 11 ans après la fin de la guerre, les derniers 10 à 15 000 hommes ont finalement été libérés et ramenés chez eux par train. Ils étaient à peine reconnaissables, certains portant encore les restes de leurs uniformes. C'étaient les scènes de retrouvailles avec des familles qui ne savaient rien d'eux depuis des années. Leurs propres enfants ne les reconnaissaient pas et leur maison n'existait plus. Les hommes qui sont rentrés chez eux n'étaient pas les maris et les pères qui étaient partis. Ils étaient maintenant quelqu'un d'autre, détruits à vie parce qu'ils avaient survécu contre des probabilités incroyables. Sur plus de 90 000 hommes de Stalingrad, environ 5 000 rentreraient chez eux vivants de la guerre dans laquelle ils avaient marché 15 ans plus tôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, suivez-moi sur Facebook, j'y partage du contenu exclusif, des publications spéciales et des histoires détaillées sur l'histoire militaire. Le lien est dans la description. Merci pour votre soutien.